Jeune mère célibataire, j'avoue que vivre à Marseille dans les quartiers, disons, populaires, n'est pas toujours une chose facile. Mais avec le peu d'argent que m'a laissé mon ex-copain, je n'ai pas réellement le choix. Pour mon jeune fils aussi, c'est compliqué. Un peu lunatique, il a parfois beaucoup de mal à se faire des amis. Il passe la plupart de son temps à jouer au Playmobil ou à traîner dans le terrain vague derrière le centre commercial. Ce n'est pas très hygiénique, mais je n'ai pas le courage de l'arracher à ses aventures. Dernièrement, il me rapportait parfois une ou deux pierres à la fin de sa journée, venant tout droit du terrain vague. Je n'ai pas trouvé ça étrange qui, enfant, n'a pas collectionné les cailloux. Surtout que ceux-ci étaient en effet d'une beauté sidérante, possédant des reflets brillants et une couleur sombre mais magnifique. Il s'amusait tant avec, même s'ils étaient sales, c'est vrai, mais c'était tellement mignon de le voir ainsi. Quelle mère empêcherait son fils de s'amuser? À la fin du mois, il en avait bien une vingtaine, tous de la même couleur sombre. Mais ces pierres m'intriguaient. Je n'en avais jamais vu aucune de la même couleur. Déterminée à découvrir l'origine de ces dernières, je me suis mise à en chercher la provenance. J'ai d'abord cherché dans mon moteur de recherche. Pierre, tache, rouge, sombre. Aucun résultat. Bon. Marseille, pierre, rouge, sombre, reflet gris. Rien de convaincant non plus. Au mot-clé Marseille, 16e arrondissement, pierre, rouge, sombre, j'ai enfin trouvé plusieurs résultats, tous datés de 2004. Un nom ressortait. Geoffrane Adaoui, que j'ai d'abord pris pour le qualificatif scientifique des pierres. J'aurais préféré avoir raison. Geoffrane Adaoui est une jeune fille de nationalité française d'origine tunisienne, tuée à coups de pierre dont le corps fut découvert sans vie dans un terrain vague, près du centre commercial Grand Littoral à Marseille le 19 octobre 2004. Sa lapidation la veille a suscité, après un temps d'indifférence, l'indignation sur la condition des jeunes filles des quartiers populaires en France. J'étais incapable de faire le moindre mouvement pendant une dizaine de minutes, les yeux rivés sur mon ordinateur. Puis mon regard s'est tourné vers mon fils, jouant avec les roches cabossées. Je ne sais pas quoi faire. Je devrais livrer les cailloux à la police et je le sais, mais après tout, quelle mère empêcherait son fils de s'amuser? Ça s'est passé cet hiver. Il faisait vachement froid, en décembre, si je me souviens bien. Mes parents avaient cassé les chiottes du rez-de-chaussée en vue d'en reconstruire une plus grande. Et bien sûr, les seules chiottes restantes étaient à l'étage. Bien à côté de leur chambre. Moi, ma chambre, elle était au rez-de-chaussée, à côté du garage. C'était bien en été, parce que j'avais une porte qui donnait directement vers le jardin. Je pouvais donc la laisser ouverte pour profiter du soleil et de la chaleur. Mais en hiver, ça caillait grave. Pour en revenir à cette histoire de chiottes, j'avais la flemme de monter pour aller pisser. Alors j'allais faire mon affaire dans le jardin en passant par la porte citée précédemment. Et c'est là que je l'avais vue. Je pissais tranquillement contre un arbre, la nuit tombée, et comme font souvent les hommes qui pissent dehors, je scrutais l'horizon. Par ennui, ou bien pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui me matait. Et en l'occurrence, il y en avait bien une. De mon jardin, on pouvait apercevoir les immeubles HLM à côté. Et quand j'étais gamin, on pouvait voir un tas de gens par leurs fenêtres. Maintenant, on ne peut plus voir grand monde car l'immeuble est censé être vide. Mais il semble que ce n'était pas le cas. Par la fenêtre, je pouvais apercevoir une femme qui me regardait en souriant. Ça m'avait mis très mal à l'aise. Du coup, j'avais très vite rangé mon engin dans mon caleçon et j'étais rentrée pour finir mon affaire aux toilettes de l'étage. Le lendemain, j'étais rentrée tard du boulot. C'était une semaine sans soleil pour moi. Je partais avant son lever et je rentrais après qu'il soit couché. Ma flamme n'avait pas changé depuis la veille. Alors je suis allée vers mon arbre habituel pour me soulager. J'ai sorti mon attirail et j'ai commencé à uriner. Je me suis alors souvenue de ma spectatrice d'hier et j'ai tourné la tête vers les HLM voisins. Et à ma surprise, elle était encore à la fenêtre avec le même sourire que la veille. Cette fois, je n'ai pas tout remballé, car je venais à peine de commencer et je m'étais retenue depuis un moment. Alors je me suis dit, tant pis, et j'ai continué. Je me suis retenue de lui faire des doigts d'honneur au passage, parce que bon, dans l'histoire, c'est moi le crasseux qui va pisser dehors à la vue de tous, même si cet immeuble est censé être vide. Elle est chez elle, et c'est à moi de ne pas lui déballer mon pénis sous le nez. Après avoir fini mon affaire, je suis partie en lui faisant un signe de la main comme pour m'excuser. Ça ne s'est pas arrêté là pour autant. Durant la semaine, à chaque fois que je rentrais du boulot, j'allais faire mon petit pipi du soir sur mon arbre, mon admiratrice secrète était toujours là, avec son sourire. Au bout de quelques jours, j'ai pris ça pour de la drague. Peut-être que ce qu'elle voyait lui plaisait. Je me suis donc décidée à aller lui rendre visite, un soir après être rentrée. Elle était au troisième étage et, selon ce que j'avais déduit, son appartement était celui au fond, à droite. Comme je le pensais, l'immeuble était vide. Finalement, arrivée au troisième étage, j'ai rapidement trouvé son appartement. Je suis allée sonner un peu anxieux, car je ne sais pas quel accueil elle allait me faire. Après tout, peut-être que son sourire était moqueur et qu'elle était là tous les soirs juste pour se foutre de ma gueule. J'ai sonné plusieurs fois sans réponse. J'allais partir quand j'ai remarqué que sa porte était entr'ouverte et qu'une odeur pestilentielle s'échappait de l'appartement.
Je suis entrée en demandant s'il y avait quelqu'un et on n'y voyait rien. Seul un rayon de lune illuminait un petit peu le salon, par la fenêtre de celui-ci. C'était la fenêtre par laquelle on apercevait mon jardin. Devant celle-ci se balançait quelque chose. Je n'arrivais pas à l'identifier jusqu'à ce que j'allume la lumière. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier quand j'ai finalement découvert ce que c'était. C'était bien une femme que je voyais par sa fenêtre. Elle était morte et se balançait au bout d'une corde. Son visage était déformé par la douleur, ce qui donnait l'impression qu'elle souriait. J'ai tout de suite contacté la police qui est arrivée très vite sur les lieux. Quelques jours après, j'ai appris que cette femme était la dernière locataire de l'immeuble et que les propriétaires avaient fait pression sur elle pour la jeter dehors, et qu'ils avaient réussi. Elle n'avait plus de famille et on lui avait retiré la garde de ses enfants. Elle allait finir à la rue et, ne voulant pas de cette vie, elle avait mis fin à la sienne. Une triste et sordide histoire. Finalement, ma belle inconnue souriante était en fait un cadavre moisissant. Pour ma part, je n'irai plus jamais pisser dehors. J'aimerais vous raconter une histoire que mon grand-père m'a racontée, pour voir si quelque chose d'approchant a pu être vécu par l'un d'entre vous. Si c'est le cas, vous comprendrez facilement combien j'ai besoin d'aide. L'angoisse et la terreur m'empêchent de dormir déjà depuis plusieurs jours, et je suis pris de tremblements incontrôlables rien qu'à y penser, comme une énorme épée de Damoclès au-dessus de ma tête. La semaine dernière, mon grand-père a appelé ma mère. Il voulait me voir et avait besoin de mon aide pour la corvée de bois. Selon elle, sa voix semblait angoissée, et qui plus est, la ligne se occupée quand on essayait de le rappeler. Elle m'a donc obligée à y aller. J'avais aussi pour mission de résoudre les soucis de téléphone. Une personne âgée vivant seule, sans moyen de prévenir les secours en cas de besoin, il fallait corriger le problème assez vite. Qui plus est, mon grand-père avait eu quelques antécédents médicaux à la suite de la mort de ma grand-mère. Il fallait veiller sur lui. Je me suis donc mis en route vers la campagne. Je ne dirais pas qu'il vit seul à l'écart de tous, mais le village dans lequel il réside n'a pas beaucoup d'habitants, et sa population est plutôt étalée. Du coup, pas de voisins directs à moins d'un petit kilomètre. Qui plus est, depuis la mort de ma grand-mère, mon papy vivait complètement seul. À mon arrivée, j'ai tout de suite senti une sorte de malaise. Mon grand-père, solide et rustre, courbé par une vie d'effort, n'arrivait pas à me regarder, à me déranger par ma présence. Cette impression a fini par s'estomper au fil de la journée. La corvée de bois, découper, transporter, ranger ses bûches, ne laissait pas trop le temps de réfléchir. Mais le soir, après un repas dans cette même atmosphère tendue, j'ai fini par craquer sous l'angoisse. Avec tout le tact dont je suis capable, j'ai commencé par le téléphone, en lui demandant pourquoi il était débranché. Le fil pendait de l'autre côté du meuble. J'ai ajouté que maman était inquiète pour lui. À ce moment-là, il y a eu un grand silence. Puis comme un déclic, et avec un soupir, il a fini par céder et me raconter une histoire. Il y a 6 ans, avant le décès de ma grand-mère, il aurait reçu un appel, sur ce même téléphone. Une voix désincarnée lui apprenait la mort de sa femme, d'une crise cardiaque foudroyante sur son lieu de travail. Cette même voix lui donnait ensuite une date et une heure. L'appel s'était reproduit ainsi plusieurs fois dans la soirée, jusqu'à ce que mon grand-père préfère débrancher le téléphone. Saisi au cœur, il avait alors pris la route comme une furie jusqu'à la clinique du coin, pour qu'on lui réponde à l'accueil qu'aucun décès n'avait été enregistré aujourd'hui, ni aucune entrée de patient correspondant. Passablement énervé de ce qu'il prit finalement pour un canular, il est alors rentré chez lui pour que quelques heures après, sa femme le rejoigne en pleine forme. Il lui avait expliqué son aventure et sa frayeur viscérale qui alourdissait ses pensées, et elle l'avait rassuré assez simplement. Aussi interloqué que lui par cette mauvaise blague, mais sans plus d'explications. Ils avaient rapidement laissé tomber leur opérateur téléphonique, leur proposant simplement de changer leur ligne. Le monde continuait à tourner, et qui plus est, le canular ne s'était plus reproduit depuis. 3 ans plus tard, alors que cette histoire lui était sortie de la tête, il a reçu le même coup de fil. Selon lui, il a bien appuyé en le racontant. Il s'agissait d'un coup de fil exactement similaire au mot près. En arrivant à l'hôpital ce soir-là, ce n'était plus une blague. Son épouse, ma grand-mère, était morte. Depuis, il n'avait plus pu entendre ce téléphone sonner sans ressentir un profond malaise avant de décrocher. Il avait relancé ses recherches, s'était renseigné auprès de plusieurs de ses amis, plus connaisseurs que lui en matière de téléphonie. Mais impossible de remonter l'appel, de découvrir qui avait appelé. Pire, dans le journal des communications qu'il avait demandé à son fournisseur téléphonique, pas le moindre rappel de relevé sur la journée du décès, comme si ce coup de fil n'avait jamais existé. Alors évidemment, on l'avait cru fou. Il s'était lui-même remis en question sur sa santé mentale, allant même jusqu'à se faire hospitaliser quelques jours. On en arrive au point central de mon témoignage. J'ai regardé mon grand-père alors qu'il poursuivait, mes yeux ne pouvant quitter le fil du téléphone débranché. Et alors qu'il se mettait à pleurer, racontant l'appel qu'il avait reçu la veille, pareil a sonné. Alors maintenant que ma panique est passée, maintenant que j'ai rédigé toutes ces lettres, que j'ai ordonné les choses, et que j'arrive enfin à accepter les choses telles qu'elles doivent être, dites-moi, si tout ça est vrai, avec 3 ans à vivre, que feriez-vous ?